qu'il va faire, dans le chemin d'accès à la destination, reçoit ces bits et puis va réencapsuler les cadres, puis décider quoi en faire. Donc, cela veut dire quoi? Que votre trame va passer. Prenons par exemple le cas de commutateur ou bien le cas de routeur. On voit que le commutateur réfléchit jusqu'à la couche 2, tandis que le routeur peut réfléchir jusqu'à la couche 3. Alors, parlons le cas des routeurs. Le routeur va prendre ces bits-là, il trouve la trame, et puis va désencapsuler. Désencapsuler, donc cela veut dire que, j'explique rapidement parlant d'abord de l'encapsulation. L'encapsulation, c'est comme si je crée une lettre, je mets le contenu de la lettre dans une enveloppe. Le fait de mettre dans une enveloppe, c'est encapsulé. Alors, au-dessus de l'enveloppe, je mets les annotations de l'expéditeur et puis destinataire. Après, dans l'enveloppe, je mets dans une farde. Dans une farde, c'est aussi les procédés d'encapsulation. Je mets les informations. Alors, c'est ça l'encapsulation. La désencapsulation, maintenant, c'est prendre la farde, vous déchirez, vous prenez l'enveloppe, vous déchirez, vous prenez le contenir. Ça dépendra par rapport au niveau. Si, par exemple, le périphérique qui est de couche 3, le routeur, lui va désencapsuler juste la trame, il fait sortir les paquets. Alors, dans le paquet, il trouve la trace de destination et puis il réencapsule la trame et renvoie. Il ne va pas désencapsuler encore le paquet, non. Le routeur va réfléchir jusqu'à la couche 3 seulement trouver l'adresse IP. Alors, bon, je vois Eli et puis Samuel. Bon, Eli, Samuel va être vraiment en retard. J'allais même arrêter la réunion, mais j'ai commencé déjà. Donc, après ça, je vais envoyer cette vidéo dans YouTube. Vous allez voir ça. Alors, je suis dans la deuxième page, j'ai expliqué la couche physique et ce qu'elle fait. Alors, parlons des caractéristiques maintenant de la couche physique. Donc, avant que je termine là-bas, ici, on a parlé du périphérique suivant dans le chemin d'accès à la destination reçoit les bits et va réencapsuler. Donc, cela veut dire que lorsqu'il reçoit les bits, il trouve la trame, il désencapsule, il trouve les paquets, il cherche la trace de destination IP des sorties et puis il réencapsule selon l'interface des sorties. Alors, nous allons parler des caractéristiques de la couche physique. On remarque quoi? Les caractéristiques de la couche physique, comparant du modèle OSI, on voit les caractéristiques de la couche physique prend toute la couche physique entièreté. En plus, il prend une moitié de la couche liaison de données. Parce que si vous regardez dans la couche liaison de données, il y a même une sous-couche qu'on appelle la sous-couche MAC. Or, MAC, c'est une adresse. On l'appelle souvent l'adresse physique. C'est une adresse qui est codée en dire à la carte réseau. Alors, quelque chose, on appelle déjà une adresse physique qui est au niveau de la couche liaison de données. Donc, on remarque que cette caractéristique-là en fait partie aussi des caractéristiques de la couche, de la couche physique. Voilà pourquoi le modèle TCP/IP dit quoi? Moi, entre la liaison de données, la couche liaison de données et la couche physique, je préfère les mettre tous dans une seule couche qui est la couche accès. Voilà. On remarque que nous avons quelles caractéristiques? Nous avons le norme IEE, les ANSI, les ISO, tout ça là. Et puis au-dessus là-bas, ce sont des caractéristiques virtuelles supérieures. Alors, les composants physiques, le norme de la couche physique couvre trois domaines fonctionnels. Nous avons d'abord le composant, la carte ou bien le connecteur que vous utilisez, le codage qu'il va utiliser et puis dans la signalisation pour la visualisation. On dit les composants physiques sont des dispositifs matériels, les supports et autres connecteurs qui transmettent les signaux qui représentent les bits. Donc, dans le composant, nous avons, prenons par exemple les matériels, la carte réseau, ou bien les supports, les câbles, ou bien le Wi-Fi, ou bien les connecteurs que vous avez utilisés, ou bien l'antenne Wi-Fi. Ça fait partie des composants physiques qui transmettent les signaux qui représentent les bits. Alors, le composant matériel tel que la carte, on a parlé, on cite maintenant, les cartes réseau, les interfaces, les connecteurs, les matériaux, les conceptions des câbles, sont tous spécifiés dans des normes associées à la couche physique. Là, on parle des composants physiques. Alors, parlons maintenant des codages. Dans le codage, on dit quoi? Le codage convertit le flux, donc le flux de votre donnée, le flux de bits, à un format reconnaissable par l'appareil suivant dans le chemin des réseaux. Donc, cela veut dire quoi? Le codage, maintenant, c'est la façon dont je dois convertir cette information, cette donnée, à un format. Alors, le format utilisé, ce sont les bits. C'est un format que l'autre peut accepter. C'est le même exemple que j'ai donné. Si par exemple, je vais transférer l'image que j'ai, prenons par exemple l'image que j'ai, une application bien Apple, iPhone. Alors, en réalité, je devais
transférer, comme il n'y a pas moyen de faire les transferts de cette pensée, de cette image vers moi, je dois coder ça. Alors, le codage que je vais utiliser, j'utilise les mots. Je parle des iPhone 13. Alors, directement, le mot, c'est un type de codage qui vous permet à reconnaître, hein, à accepter l'information, à reconnaître l'information que je vous ai fournie pour que vous décodez ça afin que vous visualisez maintenant l'image de l'iPhone 13. On dit ces codages fournissent des modèles prévisibles, hein, qui peuvent être reconnus par l'appareil suivant. L'iPhone 13, c'est quelque chose que vous pouvez vous reconnaître. Vous reconnaissez ça. Alors, des exemples de méthodes en codage incluent les Magister. Nous avons les 4 belles et puis les 5 belles. Nous avons le 8 belles. C'est l'exemple de Magister. Alors, parlons de la signalisation. La signalisation, on dit quoi dans la signalisation? C'est la méthode, donc la méthode de signalisation est la façon dont les valeurs des bits. Alors, comment sont disposés maintenant les bits? Soit 0, soit 1, sont représentés par les supports. La méthode de signalisation varie selon le type de support. Si vous regardez dans les impulsions lumineuses, on voit lorsqu'il y a tellement la lumière, ça donne peut-être 1. Lorsqu'il y a moins de lumière, il n'y a pas de lumière, c'est 0. C'est la façon de signalisation, c'est la représentation qu'ils ont utilisée. Alors, dans les signaux électriques, vous allez voir, il y a l'appareil qu'on appelle les oscilloscopes qui pourra nous aider à voir la signalisation, les sinusoïdes, donc la façon, quand nous sommes là, le courant est tellement, l'intensité du courant, il y a la haute tension, on peut identifier par 1. Lorsqu'il y a moins de tension, on peut identifier par 0. Là, c'est la signalisation. Et puis, vous partez dans le côté sans fil, il y a des ondes qui vous signalent. Nous avons le voltage, l'amplitude, la fréquence, la phase. Tout ça, là, ça vous donne la signalisation. Donc, c'est la représentation, le bit dans le support physique. Alors, la page suivante aussi parle de la bande passante. La bande passante, on l'entend souvent parler de la bande passante. C'est quoi? On dit la bande passante, c'est la capacité d'un support. Ici, on parle en fonction des supports à transporter les données. Alors, ce que je peux ajouter, c'est la capacité que votre support peut transporter les données à un temps donné. Donc, les données des data à un temps donné. Donc, cela veut dire quoi? Voilà pourquoi la bande passante est toujours mesurée par bit sur seconde. Parce que la seconde, c'est le temps. Et puis, le bit, c'est le nombre de données. Or, nos données que nous générons, l'unité des mesures, c'est le bit. Donc, cela veut dire que la bande passante prend la quantité de données, elle transfère ça pendant un certain moment par période. Et la période en question, c'est la seconde. Si je peux donner encore l'exemple concernant la bande passante, regardons par exemple le, les, les grands boulevards et puis le petit boulevard. Si je mélange les deux boulevards, je remarque que le deux boulevards, les deux grands boulevards, peut transporter je parle des boulevards délimités, et puis prendre 8 véhicules à la fois, qui est par rapport au petit boulevard. Le petit boulevard va prendre 2 véhicules par tour, donc par cycle, par temps. Maintenant, si par exemple j'ai 80 véhicules à envoyer, dans les grands boulevards, je ne ferai que 10 tours parce que j'ai 8 bandes. Chaque véhicule prendra une bande, ils feront 10 tours. Mais si par exemple, je vais utiliser le petit boulevard, dans le petit boulevard, comme j'ai seulement 2 bandes, je vais utiliser 40 tours. Voilà, 40 tours. En ce moment-là, on dira que la bande passante, c'est dans l'espace où les grands boulevards peuvent contenir des données et plus que par rapport au petit boulevard. Donc, c'est ça. On dit la bande passante numérique mesure la quantité de données qui peuvent circuler d'un endroit à un autre dans un laps de temps donné. Combien de bits peuvent être transmis en une seconde? Alors, c'est par seconde. Alors, comme la bande passante, c'est bits par seconde, c'est l'unité, un bit, c'est l'unité fondamentale de la bande passante. Alors, si vous avez un K bits par seconde, donc cela veut dire que c'est 1000 bits par seconde. Si vous avez 1 méga, donc c'est 10 exposant 6 par seconde. Si vous avez giga, c'est 10 exposant 9 par seconde. C'est ça la bande passante. Donc la bande passante influence aussi la vitesse du réseau. Pourquoi? Parce que dans le grand boulevard, on retrouve, bon, je ne donne pas l'exemple chez nous ici parce que chez nous, les embouteillages sont partout. Mais ce que nous pouvons constater entre le petit boulevard et le grand boulevard, les petits boulevards, il est trop vulnérable aux embouteillages que par rapport au grand boulevard. Pourquoi? Parce que dans le grand boulevard, il y a beaucoup d'espace. Mais tandis que dans le petit boulevard, lorsqu'il y a bouchon, il y a vraiment bouchon. Mais tandis que le grand boulevard, il peut y avoir d'autres bandes qui sont libres. Vous voyez? Donc, ça influence aussi la vitesse.
Alors, nous allons parler aussi de la terminologie de la bande passante. Dans la terminologie, comme j'ai énuméré quelque chose qui parle de la vitesse. Nous parlons de la latence. La latence, en réalité, c'est quoi? On dit la latence, c'est le temps qu'il va prendre. Vous voyez, vous envoyez votre message. Alors, le message quitte, par exemple, il quitte dans un, donc il circule pour atteindre la destination. Le temps que le message a pris, c'est ça ce qu'on appelle la latence. C'est ça. Donc, le temps que le message a pris pour quitter de la source, atteindre la destination, ou bien un point donné, un autre point, c'est la latence. Donc, si par exemple, la latence est plus grande, à ce moment-là, le réseau n'est pas fiable. Les gens ici ont dit les temps, y compris les retards, nécessaires pour que les données voyagent d'un point donné à un autre point. Donc, quand je dis allô, le temps que mon allô ici, le son, arrive chez vous, c'est ça ce qu'on appelle la latence. Ça arrive à un certain moment, surtout avant, si vous appelez les appels WhatsApp, vous dites allô, après 2 secondes, j'attends l'autre écoute allô. Donc, ce n'était pas vraiment fiable. Parce que la latence est tellement grande. Alors, dans le réseau, nous avons besoin plus que la latence soit faible. On n'a pas que la latence soit vraiment considérable. Non, la latence doit être faible. Pourquoi? Parce que plus la latence est puissante, plus le réseau n'est pas fiable. Parce qu'imaginez-vous, si nous sommes en train de communiquer, là, je dis allô, après 5 secondes, mon allô arrive chez vous. Le réseau n'est pas fiable. Alors, nous allons parler maintenant de débit et puis nous allons parler de débit applicatif. Expliquons d'abord le débit normal. Les débits, je vous ai parlé de la bande passante, qui est la capacité qu'un support peut transporter les données par seconde. J'ai donné l'exemple de boulevard. Alors, si vous partez par exemple vers désert, vous partez au boulevard, qu'est-ce que vous allez remarquer? Est-ce que les boulevards a la capacité de prendre 8 véhicules à la fois? Mais est-ce qu'à désert là-bas, nous remarquons que toutes les bandes sont équipées? Non. Peut-être vous allez remarquer qu'il y a seulement 2 bandes qui sont équipées. Si vous venez à 12 heures, vous allez remarquer que toutes les bandes sont équipées. En ce moment-là, c'est ça maintenant qui est le débit. Le débit, c'est la quantité réelle que les supports utilisent. Voilà pourquoi lorsque nous communiquons dans les réseaux, nous remarquons que les débits changent. Les débits changent pourquoi? Parce qu'à 12 heures, il y a eu toute la consommation. Nous étions à 8 véhicules pleins. Arrivé à 16 heures, nous sommes à 5 bandes. Il y a d'autres bandes qui sont vides. Arrivé à 10 heures, il y a presque 2 bandes seulement qui sont utilisées. C'est ça qu'on appelle les débits. Alors, la mesure du transfert de bits à travers le média, c'est une période de temps donné. Voilà, selon un temps donné. Alors, les débits applicatifs, c'est quoi? Ici, c'est par rapport à l'historique. On dit la mesure des données utilisables est transférée par une période donnée. Donc, cela veut dire que si vous voulez vous savoir qu'est-ce que vous avez consommé pendant une certaine période, à telle heure, votre bande passante était à quel niveau, à telle heure, votre bande passante était à quel niveau, en ce moment-là, vous pouvez utiliser maintenant le débit applicatif. Débit applicatif égal, vous prenez votre débit normal, moins les frais généraux. Les frais généraux qui peuvent vous générer chez vous, parce que ça, c'est une affaire entre vous et les providers lorsque vous allez vous abonner quelque part chez le provider. Passons maintenant rapidement par rapport, bon, pas rapidement, mais passons dans le câblage en cuivre. On dit quoi? Le câblage en cuivre est le type de câblage le plus utilisé. Partout, si vous partez dans les entreprises, vous allez remarquer les câblages en cuivre, c'est le câblage le plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. Il peut coûter. Il est moins cher. Aujourd'hui, avec les RJ45, les paires torsadées, on peut les retrouver partout. C'est moins cher. Et puis, c'est facile à installer. Et puis, présente une faible résistance à la circulation du courant électrique. Bon, malgré tout, il y a une faible résistance. Il est vulnérable, mais quand même, il y a d'autres options qui protègent. Parce qu'on va voir les STP, les blindages. On va voir même côté Quarsal, il y a les blindages. Alors, parlons maintenant côté restriction. Atténuation. Le problème maintenant avec les câblages en cuivre, hein, plus les signaux électriques doivent circuler longtemps, plus ils sont faibles. Donc, cela veut dire que si vous prenez un câble d'1 mètre, vous allez remarquer, la circulation, c'est vraiment résistant. Les signaux sont forts. Les signaux sont forts, pardon. Mais plus vous allongez les câbles, vous faites la transmission d'un câble plus au-delà de 100 mètres, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure, le signal électrique va s'affaiblir. Avec les câbles en cuivre ici, on dit le maximum, c'est 100 mètres. Mais là, c'est côté théorie. Pratiquement, dans la pratique, on se limite à 80 mètres pour éviter qu'il y ait des pertes.
Donc, on ne peut pas utiliser au-delà des 100 mètres. Parce que si vous utilisez au-delà des 100 mètres, vous allez remarquer, il n'y aura plus la transmission, il n'y aura plus les signaux. Les signaux vont tellement s'affaiblir. Alors, les signaux électriques est susceptible d'interférences provenant de deux sources. Vous voyez, ce qui peut déformer et corrompre les signaux de données. Nous avons interférence électromagnétique, les EMI, nous avons interférence radio et puis la diaphonie. Regardez les amis, nous avons des fils électriques qui transmettent les signaux. Nous savons lorsqu'il y a des fils électriques qui transmettent les impulsions, les électrons, ils ont tendance à créer un troisième champ. Alors, le fait de créer un troisième champ là, c'est un troisième fil. Les champs magnétiques ont tendance à créer un troisième fil. Pendant que nous avons deux fils, on crée un troisième fil. Donc, c'est déjà la perturbation dans la communication réseau. Il y aura déjà des interférences. Voilà pourquoi si vous partez dans le câble à paire torsadée, vous allez remarquer que les câbles à paire torsadée sont torsadés. Désolé pour la tautologie. Les câbles ITP, STP, vous allez remarquer, sont torsadés. Pourquoi? Les câbles torsadés là, on les a torsadés pour détruire l'effet qu'on appelle la diaphonie. La diaphonie. C'est la diaphonie. C'est la diaphonie. Donc pourquoi? Parce qu'éviter de détruire les pertes qu'ils ont. Les électrons qui étaient dans l'autre fil auront tendance à se déplacer pour aller dans le fil qui vient de créer, le champ magnétique qui vient de créer. Alors, on dit qu'ils sont aussi susceptibles aux interférences des radios. Vous allez remarquer avec d'autres câbles torsadés, on ne peut pas l'utiliser dehors. Pourquoi? Parce que lorsqu'il pleut ou bien il passe par rapport à des lampes, des types comme ça, il y a surtout des micro-ondes, il peut y avoir des perturbations des radios, donc perturbations des interférences. Voilà là quelques problèmes qu'ils ont. Maintenant, atténuation pour réduire ça, il est strict respect de limiter les longueurs des câbles permettra de réduire l'atténuation. Donc, on vous demande ici de diminuer. Le conseil que je vous ai dit, théoriquement, on met 100 mètres, mais pratiquement, on met 80 mètres. Donc, on diminue la longueur. On ne peut pas utiliser un câble au-delà de 80 mètres. Certains types des câbles en cuivre atténuent les EMI et puis les RFI en utilisant le blindage métallique et la mise en terre. On va voir les câbles coaxiales et puis les câbles STP aussi. On a mis un blindage pour détruire les EMI et puis les RFI, les interférences. Parce que je vous ai dit, ça peut passer peut-être en dehors. Il y a des micro-ondes, ça peut passer quelque part. Il y a des ondes. Il y aura perturbation. Alors, il faut créer un blindage. Alors, il y a une mise en la terre aussi. C'est possible aussi. C'est quelque chose qui détruit aussi les interférences. Certains types de câbles en cuivre atténuent la diaphonie en tordant. Donc, en tordant, c'est les torsades qu'on utilise. En tordant, l'effet de torsader, ça détruit la diaphonie. Et puis, en tordant le fil des paires des circuits opposés ensemble. Alors, regardons les câbles que nous avons. Ici, nous avons les câbles en cuivre, nous avons les ITP et ici, nous avons les STP. Ce sont les deux types de câbles, bon, pas en cuivre seulement, ce sont les deux types de câbles qui sont à paire torsadée. On utilise dans les réseaux. Mais on remarque qu'avec les STP, il est blindé, il a la sécurité, il y a l'usant, il y a un tissu de blindage, mais tandis que les ITP n'a pas un tissu de blindage. On va voir ça ici lorsqu'on va parler vraiment, on va, bon, pas en parler vraiment, il y aura une photo qui démontre ça. Et ça, nous avons les câbles, hein, toujours en cuivre, les coaxiales. Les coaxiales, ce sont des câbles que nous utilisons comme des antennes, des modems. Ce sont des câbles et on remarque qu'il y a la protection des blindages aussi qui est là. Alors, parlons des ITP. Nous voyons ITP constitué des trois parties. Les câblages ITP, le support réseau en cuivre le plus courant. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est conseillé à utiliser au sein de la maison. On utilise au sein de la maison parce qu'à la maison, il y a moins de risques. Au sein d'un bâtiment, il y a moins de risques. Terminé par un connecteur RJ45. Le connecteur RJ45, ce sont des connecteurs réseau. Et puis, interconnecter les autres avec des dispositifs de réseau intermédiaires. Principale caractéristique de ces ITP, il y a les gains, les gains externes. C'est la partie isolante des plastiques, les gains externes qui protègent tous les câbles à l'intérieur. À la pratique, on verra ça, c'est un gain. Donc, vous voyez tous les fils en cuivre, il y a toujours les gains externes. Protège les fils de cuivre contre les dommages physiques. Alors, ici, maintenant, nous avons le paire torsadé. Vous allez remarquer, il y a quatre paires de fils qui sont torsadés entre eux. Les paires torsadées protègent les signaux des interférences. Il y a la plastique et puis il y a l'isolation en plastique à code de couleur. Vous allez voir maintenant,
Les torsades, là, maintenant, c'est déjà la protection. La protection pour détruire la diaphonie. Alors, dans chaque fil, maintenant, vous allez voir, les fils ne sont pas nus. Il y a la plastique qui protège encore chaque fil. Dans chaque partie en cuivre ici, vous allez voir, c'est en code de couleur. Vous allez remarquer, c'est en code de couleur. Ça, c'est ITP. Le bien avec ITP, c'est facile, c'est utilisé, puis c'est moins cher. Mais tandis que les STP, qui est toujours voisin ami de ITP, qui joue les mêmes caractéristiques, les mêmes fonctionnalités, mais sauf que les STP, il est blindé. On dit que les STP, c'est une meilleure protection contre le bruit que l'ITP. Il est plus cher que l'ITP, normal, parce qu'ici, il y a le blindage. Plus difficile à installer que les ITP. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut mettre aussi la mise en terre. Il y a la tissée. Bon, ce n'est pas vraiment trop difficile, mais on a comparé par rapport à ITP. Les STP aussi terminent avec un connecteur RG45. Et puis, les interconnectent aussi les autres avec les dispositifs des réseaux intermédiaires. Ils jouent le même rôle que ITP. Mais la seule différence, c'est la protection seulement. Caractéristiques des STP, nous avons les guets externes qui protègent les fils. Et puis, deuxième, nous avons les blindages maintenant. On a inséré maintenant les blindages tressés ou en feuille, offrent une protection contre les RMI et puis les RFI. Et puis, nous avons le blindage en aluminium. On renforce encore le blindage en aluminium pour des fils, pour chaque paire. Donc, pour des fils. Et puis, il y a l'isolant maintenant à code de couleur qui sont là. Dans ITP, on a manqué de deux blindages ici, en tissu et puis en aluminium. Mais dans STP, on les a mis pour renforcer la sécurité. Alors, parlons des coaxiales. Les coaxiales, c'est utilisé pour le modem. C'est pas pour les réseaux avec PC comme ça, c'est pour le modem. Si vous voulez voir ça, regardez nos canaux SAT, vous allez voir les STP. Bon, voilà, et bien, ce sont des coaxiales, pardon. Vous allez voir les coaxiales à partir de l'antenne parabole jusqu'au modem. Les STP, les coaxiales se composent des éléments suivants. Nous avons les guets externes qui protègent, qui évitent les dommages physiques mineurs. Nous avons une tresse de cuivre tissé ou bien feuille métallique. Il est là en deuxième. Et puis nous avons une couche d'isolation en plastique flexible. Et puis nous avons le conducteur qui est là. Le conducteur en cuivre, il est là. Alors, différents types de connecteurs on retrouve. Dans STP, ITP, on n'a qu'un seul connecteur, c'est les RJ45. Mais ici, nous avons différents types de connecteurs. Nous avons les BNC, nous avons les type N et puis nous avons les type F. Ce sont les connecteurs qu'on retrouve. Utilisés couramment dans les stations suivantes. Installation sans fil, fixer les antennes aux appareils sans fil. On les fait installation d'Internet par câblage, les locaux et clients. C'est utilisé là-bas, même dans nos canaux SAT, on a ça, des modems aussi, des modems par câble, on a aussi ces genre de connecteurs. Alors, le point suivant, on parle de câblage ITP. Nous allons faire la pratique des câblages ITP. Nous ferons ça. D'ailleurs, par rappel, donc, j'ai essayé de contacter les bureaux là-bas parce que les bureaux, c'est un start-up que nous tous nous retrouvons là-bas. Comme il y aura férié les 4, alors ça nous sera un peu difficile de travailler là-bas. Je ne sais pas si on aura une conférence, une réunion avec eux là-bas. Sinon, on, on réfléchit un peu si on va adopter l'idée de limiter. Mais continuons d'abord le cours, on va finir ça après. Alors, les propriétés pour les ITP, on dit les ITP constitués de 4 paires de fils torsadés, vous allez voir. C'est représenté par rapport au code de couleur. Alors, je veux que vous faites cette remarque, hein. Si vous regardez ces paires ici, vous comparez toutes les 4 paires, vous allez remarquer, ils n'ont pas le même niveau de torsade. Celui-ci, il est moins torsadé que par rapport à l'autre. Et lui, il est beaucoup plus torsadé que par rapport à vert, blanc. Il est moins torsadé, beaucoup plus que par... Donc, et tous ne sont pas torsadés de la même façon. Ce n'est pas une erreur qu'on a commise, ce n'est pas par hasard, non. On a calculé le niveau de torsade pour éliminer la diaphonie. Donc, ce sont des calculs qu'on a fait. Celui-ci, on dit, il sera moins torsadé, lui sera beaucoup plus torsadé, lui sera moins, vraiment à 40% torsadé, lui là à 20% torsadé. On dit les ITP s'appuient sur les propriétés suivantes pour éliminer la diaphonie. Annihilation. Chaque fil de paire de fils utilise une polarité opposée. Donc, un fil est négatif, l'autre est positif.
Ils sont tordus ensemble et les champs magnétiques s'annulent efficacement et en dehors des effets d'onde. On a donné l'interface. Pourquoi? On relie les paires. Il y a une partie qui est positive, il y a une partie qui est négative. Alors, variation des torsions par pied dans chaque fil. On dit chaque fil est tordu dans les torsades d'une quantité différente. C'est ce que je vous avais expliqué. Ce qui aide à éviter la croix entre les fils des câbles. Donc, il y a des torsades qui sont différentes. Alors, parlant des normes des câbles que nous avons, on dit les normes relatives à ITP sont établies par les TIA. Les TIA, ce sont des organismes internationaux qui nous donnent deux schémas. Nous avons le T568 défini, il y a le A et puis le T568B. On dit, tout ça, il donne quoi? Les types de câbles qu'on va utiliser, la longueur de votre câble, les connecteurs que vous allez utiliser, terminaison de votre câble et puis les méthodes de test, comment vous allez tester que ces câbles marchent. Les normes électriques pour les câblages en couvre sont établies par l'IEE, qui évalue les câblages en fonction de ses performances. Nous avons par exemple la catégorie. La catégorie 3, c'est comme si ici, quand vous allez les câbles ITP ou bien STP, prenons des ITP, je suis dans la catégorie 3. La différence, c'est quoi entre 3 et puis 5? C'est au niveau de la bande passante et au niveau de la fréquence aussi, parce que c'est la transmission des signaux électriques, c'est la fréquence aussi. La bande passante, prenons par exemple la catégorie 3, il dit, moi, je peux arriver jusqu'à 100 mégas par seconde. C'est le poids de ces supports de transmission. Mais tandis que les 5 et les 5 et il peut dire, moi, je peux aller jusqu'à 500, 700 mégas par seconde. Vous voyez? Donc, on voit que ces supports ont beaucoup plus de bandes passantes. Et la catégorie 6 et 6E, ils te disent que non, moi, je peux arriver jusqu'à 1 giga par seconde. Donc, c'est la capacité qui peut concevoir les données, transporter les données. Alors, je vous dis, je vous informe, aujourd'hui, nous avons la catégorie 7 qui peut arriver jusqu'à 10 gigas par seconde. Il était garanti que moi, je peux faire les transferts de 10 gigas par seconde. Alors, quels sont les types de connecteurs que nous retrouvons? Nous avons les connecteurs RJ45 qui sont là, les connecteurs RJ45. Ne confondez pas avec les connecteurs RJ11. Les RJ11 les plus petits que les RJ45. Alors, si vous comparez ces connecteurs ici avec les câbles et l'autre, il y a différence. Celui-ci est mal asserti, est mal serti. On fera les pratiques. Les sertissages, c'est pas comme ça. On ne peut pas trouver les câbles en dehors comme ça. Il faut que la partie, les gains isolants, les gains externes, entrent au connecteur. Alors, ce que vous voyez en bas ici, ce sont des prises murales. Parce qu'on peut, lorsqu'on a fait un câblage dans un bâtiment, il faut qu'il y ait des prises murales. Alors, les câbles, le fil vont se connecter aux prises murales à l'intérieur du bâtiment. Donc, à l'intérieur, donc c'est comme derrière la prise. Ça sera ici. On va brancher ici. Et puis, la partie, c'est ça, sera la partie visible, visible devant aux gens qui vont brancher les câbles RG45 ici. Alors, nous avons le schéma T568B et puis le schéma T568A. Pourquoi on a mis ces deux schémas? On définit les A avec ses codes de couleur et les B. Pourquoi? Parce que si par exemple j'utilise la norme A et B ou bien comment, les deux câbles ITP et les normes ITP ou bien STP nous donnent les câbles, les modèles comme les droits et les croisés. Les droits, ça sert à quoi? Les câbles droits, ça sert à quoi? Les câbles droits, ça sert à connecter tous les périphériques qui ne font pas partie de la même nature. Donc, si je vais, par exemple, connecter un PC avec un commutateur, comme les commutateurs et les PC ne font pas partie de la même nature, à ce moment-là, je peux utiliser les câbles 3. Mais si je vais connecter un PC avec un PC, je ne peux pas utiliser les câbles 3, je dois utiliser les câbles croisés. C'est comme ça, routeur avec routeur croisé, commutateur avec commutateur croisé, ils sont la même nature. Alors, dans le réseau, le PC, les serveurs, le routeur, le parfait font tous partie de la même nature. Donc, quand je parle d'un PC, il a la même nature, il est à la même nature qu'un serveur, il est aussi à la même nature qu'un parfait, il est aussi à la même nature qu'un routeur. Alors, les quatre là, je ne peux pas les connecter avec un câble droit. Il faut utiliser les câbles croisés. Mais si je vais prendre un commutateur avec un routeur, c'est les câbles droits que je dois utiliser. Alors, quand est-ce qu'on a les câbles droits? Les câbles droits, on a ça lorsque, vous voyez, avec un câble, nous avons deux extrémités. L'extrémité A, j'utilise la norme A. Bon, je change. L'extrémité X,
j'utilise la norme. Nous avons des extrémités X et Y. Quand je prends l'extrémité X, j'utilise la norme A. Dans le schéma A, je mets le code de couleur A. Et l'extrémité Y, je mets A. Ça me donne droit. Donc A égale à A, droit. Ou bien je mets B. Extrémité X, je mets B. Extrémité Y, je mets B. C'est B égale à B, ça donne droit. Mais si, par exemple, je mets A égale à B, dans l'autre côté, je mets le schéma A et l'autre côté, je mets le schéma B, c'est un câble croisé. Alors, lorsque vous allez partir dans des entreprises, lorsque vous allez partir aux entreprises, renseignez-vous quelle norme et quel schéma que vous utilisez dans cette entreprise ici. Parce qu'il y a des entreprises qui disent non, nous utilisons le schéma A. D'autres disent B. C'est question juste d'être compatible avec tout le monde. Alors, nous parlons maintenant des versions inversées. Inversées, c'est comment? Les câbles sont représentés par code de couleur qui a 8 fils. On voit ici, je vois les verts blancs et les premiers verts, c'est le schéma A, orange blanc, bleu, bleu blanc, orange, marron blanc et puis marron. Lorsque ici, j'applique comme ça dans l'extrémité X, je mets ça. Et l'extrémité Y, je renverse. Donc, cela veut dire que le huitième fil devient premier, le septième devient deuxième, le sixième devient troisième. J'inverse. En ce moment-là, ça me donne un câble inversé. Alors, ce type de câble, c'est juste des propriétaires Cisco. C'est cette technologie, l'unique technologie est utilisée pour utiliser comme les câbles console. Vous vous rappelez des câbles console, c'est un câble GP utilisé pour accéder à la configuration des équipements réseau. Alors, dans Cisco, on peut utiliser ces câbles console ou bien les câbles inversés des RJ45. Ce sont des normes uniquement Cisco. Alors, il y a l'astérix qui parle, hein, considéré comme un héritage dû au fait que la plupart des cartes réseau utilisent l'auto-MDX pour détecter les types. Voilà, ils sont part de la technologie MOTX. MOTX, c'est une technologie, par exemple, si vous avez dans un environnement, il n'y a pas de câbles croisés et que vous voulez connecter un routeur avec un routeur, il faut un câble croisé, mais je n'ai que le câble 3. Je n'ai pas de choix. Alors, je vais utiliser le câble 3, mais je vais activer la configuration de MOTX. Parce que le MOTX va détecter automatiquement les types de câbles et puis il va croiser le fil. C'est la technologie MOTX. Alors, parlons de la fibre optique. La fibre optique, oh, désolé. Est-ce que vous m'entendez? Que... Parlons de la fibre optique. Est-ce que vous êtes là? On est là, on est là. Ok, merci Sam. Parlons de la fibre optique. Euh, la fibre optique, on dit quoi? Propriété du câblage en fibre optique. Il n'y a même pas de lien entre la fibre optique et puis les normes ITP à raison des dépenses impliquées. Pas aussi commun que les ITP. On dit c'est idéal pour certains scénarios de mise en réseau. On va voir ça. Et puis, transmet des données sur de plus longues distances. Or, les ITP, les STP, on a vu la limite, c'était 100 mètres. Hein. Moi, j'ai dit pratiquement, c'est limite même à 80 mètres. Mais la fibre optique, il va au-delà de longueur, avec une bande passante plus élevée que tout autre support de réseau. Donc, fibre optique, c'est un support qui prend beaucoup plus de bandes passantes et puis à longue distance. On dit la fibre optique est moins sensible à l'atténuation et complètement immunisée contre les RFI. Donc, les RMI, pardon. Donc, la fibre optique, elle est tellement résistante par rapport à toutes ces interfaces-là. Fabriquée à partir des brins flexibles et extrêmement fins de verre très pur. Alors, c'est la matière utilisée. On dit la fibre optique utilise les lasers ou bien utilise les LED. Les LED, ce sont des diodes électroluminescence. Il peut utiliser la laser ou bien les LED. Les deux produisent la lumière pour encoder les bits comme des impulsions de lumière. Les câbles en fibre optique agissent comme un guide d'onde pour transmettre la lumière entre les deux extrémités avec une perte de signal minimale. Bon, voilà un peu ça, ce sont des fibres optiques. Alors, nous avons deux types de fibres optiques. Nous avons la fibre optique en monomode et puis la fibre optique en multimode. Alors,
Monomode, c'est quoi? On dit monomode, c'est très petit noyau. D'ailleurs, monomode, ça va même au-delà des grandes portées vraiment. Le monomode, on parle d'une seule direction dans un mode. Mais multimode, il y a plusieurs. Le monomode, c'est un petit noyau, donc vous allez voir à l'intérieur. Bon, c'est pas conseillé de regarder à l'intérieur de la fibre optique parce que c'est des lasers, surtout avec le monomode, il faut éviter. Utilise des lasers. Alors, ces lasers sont coûtés dans le monomode. Application, il est utilisé au-delà des longues distances. C'est même les câbles qu'on utilise à partir de Mwanda jusqu'en Afrique, en Afrique du Sud et puis en Angleterre. Ce que nous utilisons, ce sont des monomodes qu'on utilise parce que ça varie jusqu'à longue distance. Tandis que le multimode, on les retrouve au sein des bâtiments. C'est plus grand, il a un grand cœur parce qu'il y a plusieurs schémas. Il utilise des LED, les LED moins chers. Et puis les LED transmettent des différents angles. Le multimode, il prend jusqu'à 10 gigas sur 550 mètres. Ça, c'est le multimode. Donc, on peut être ici abonné d'un provider qui est à 100 mètres, bien 200 mètres à 500 mètres. On peut utiliser même le multimode, c'est pas grave. La dispersion correspond à la propagation d'une impulsion lumineuse au fil du temps. Une dispersion accrue signifie une perte accrue de puissance du signal. Alors, le monomode, quand on parle de MMF, c'est le monomode a une plus grande dispersion que le multimode, avec une distance de câble maximale. Donc, pour les les multimodes, pardon, voilà, les multimodes, ça c'est small, voilà, small, ça c'est multi. Le multimode est de 550. Donc, cela veut dire qu'on dit quoi? Une dispersion accrue signifie une perte. Donc, dispersion, Panzana, une dispersion accrue signifie une perte accrue de la puissance de votre signal. Alors, le multimode a une plus grande dispersion. Donc, la dispersion, les croisements de cette lumière-là, les chiasmas qu'ils font là. Tandis que donc les SMF, qui est le monomode, lui n'a qu'un seul laser. La lumière, c'est les lasers. Il n'y a pas de dispersion qui est par rapport au multimode. Le multimode, il a une distance maximale jusqu'à 550 mètres. Alors, propriété du câblage en fibre, hein. Actuellement, la fibre optique, on peut l'utiliser dans quel domaine? On parle des 4 domaines. On peut l'utiliser dans un réseau d'entreprise. Donc, vous partez dans une entreprise, un bâtiment, vous remarquez, la construction, les câblages ils sont utilisés à l'intérieur de ces réseaux-là, c'est la fibre optique. On peut l'utiliser là-bas. Utiliser pour les applications des câblages de la dorsale et l'interconnexion des dispositifs de votre infrastructure. Vous partez dans une infrastructure, si par exemple vous visitez les entreprises de télécom, dans CCNA 2 ou 3, dans CCNA 3, pour avoir cette chance-là d'aller faire quelques visites, vous allez remarquer, ils utilisent entre eux, à l'intérieur, ils utilisent la fibre optique. Ils ont les raisons parce qu'il va transporter au-delà des grandes portées. Alors, deuxième application, on peut parler de la fibre optique à la maison, utilisée pour fournir des services à large bande. Utilisé pour fournir des services à large bande, toujours disponible au foyer et aux petites entreprises. Vous pouvez avoir une autre entreprise, vous achetez la fibre optique, par exemple, il y avait iBuster, je crois bien, un provider qui fournissait la fibre optique jusqu'à la maison. Donc, vous voulez vous abonner à la fibre optique, vous pouvez avoir ça. Ça, c'est la deuxième application. La troisième application, c'est réseau longue distance, utilisé par le fournisseur de services pour relier le pays et les villes. Si vous partez côté Est, vous allez remarquer, il y a la fibre optique qui est de notre côté, va à Zambie, Tanzanie. Et même chez nous ici, je vous ai parlé Mwanda, Afrique du Sud. C'est des longues distances, c'est entre nous. Et puis nous avons des réseaux sous-marins, ce qu'on utilise toujours à Mwanda, c'est passé par l'eau. Utilisé pour fournir des solutions fiables à haut débit et à grande capacité, capable de survivre dans des environnements sous-marins difficiles jusqu'à des distances donc on parle de côté océan, transocéanique. Donc, c'est ça la fibre optique. Mais dans ce cours ici, nous allons nous intéresser principalement à l'utilisation de la fibre optique au sein de l'entreprise. Donc, quand on parle du cours ici, pas seulement le cours CCNA, on parle de tous les cursus CCNA. Pas le cours CCNA 1 seulement, on parle de tous les cursus CCNA. On ne verra pas de la fibre optique côté sous-marin, longue distance, non. On parlera seulement des réseaux d'entreprise. Alors, la fibre optique aussi a des connecteurs.
Si vous regardez la fibre optique, il y a des connecteurs qui sont là. Nous avons le connecteur les ST. Regardez les connecteurs les ST qui sont apparence, c'est comme ça. Nous avons le connecteur LC. Nous avons le connecteur SC, pas ST, mais SC. Il est comme ça. Et puis, nous avons le connecteur LC, bidirectionnellement multimode. Ça, c'est unidirectionnellement. Donc, il est seul. Ça, c'est bidirectionnellement. Ça, aussi, c'est bidirectionnellement. Ce sont là. Et le fil de la fibre optique, c'est tantôt jaune, orange. Vous allez voir, voilà. Les cordons des brassages, les cordons de cette fibre optique multimode. SC, ce sont là. Les SD, c'est multimode. Monomode, vous remarquez. Les LC, il est là unique. Le multimode, il est là avec des couleurs et puis l'autre là. On dit une gaine jaune est utilisée pour les câbles à fibre optique monomode et une gaine orange pour les câbles multimode. Donc, quand vous voyez c'est jaune, dites-vous que c'est monomode. Si orange, c'est multimode. Ils ont essayé un peu de différencier ces, ces, ces câblages à fibre optique. Alors, on va comparer maintenant la bande passante et puis d'autres facteurs entre la fibre optique et puis les câblages à paire torsadée. Nous remarquons, parlons de la bande passante. Le paire torsadé prend de 10 mégas jusqu'à 10 gigas. Je vous ai parlé de la catégorie 7 aujourd'hui, arrive jusqu'à 10 gigas. Mais tandis que la fibre optique, il prend de 10 mégas jusqu'à 100 gigas par seconde. Alors, c'est beaucoup. 100 gigas, la transmission de 100 gigas, c'est beaucoup. Donc, côté bande passante, on remarque que la fibre optique va au-delà vraiment. Et puis, la distance, le, les ITP est relativement courte, jusqu'à 100 mètres. Donc, après, dans des 90 mètres, vous allez voir les signaux s'affaiblir. Mais la fibre optique est relativement longue, puissant, résistant jusqu'à 100 000 mètres. Donc 100 km, la fibre optique, il est toujours résistant. Il est toujours fort. Alors parlons des résistances aux perturbations électromagnétiques et radiofréquences, radioélectriques. Les ITP, il est faible, il n'est pas résistant par rapport à ces radios. Même si avec les blinages qu'on a, mais il est toujours vraiment faible. Mais tandis que la fibre optique est hautement résistant. La fibre optique n'a pas, il a la puissance d'être résistant parce que c'est la lumière. Alors, ok, je descends ici. La résistance au risque électrique. ITP, il est tellement résistant parce que ce sont des courants électriques. Alors, la fibre optique, c'est haute résistance totale. Voilà la comparaison des CD. Nous avons fini les câblages les supports en câble, fibre optique, les corsales et puis les TP. Parlons maintenant des signaux sans fil. C'est les derniers points, je crois. Les derniers points. Ici, on dit quoi? La propriété des supports sans fil. Il transporte les signaux électromagnétiques représentant des chiffres binaires en utilisant des fréquences radio ou des micro-ondes. Ici, nous parlons des sans-fil. On voit l'air qui transmet les ondes. On dit, cela offre la plus grande option de mobilité. Avec les sans-fil, le plus grand avantage avec les sans-fil, c'est la mobilité. On peut se déplacer, on peut bouger. Mais tandis qu'avec les câbles, on a du mal parce qu'il faut être là où il y a l'équipement. Tu ne peux pas faire de tour, tu tournes. Non, il n'y a pas moyen d'être mobile à chaque fois. Mais tandis qu'avec les sans fil, je peux prendre mon PC, je tourne, il n'y a rien qui me stoppe. Le nombre de connexions sans fil aujourd'hui continue à se connecter grâce aux équipements de perfect que nous avons aujourd'hui qui se connectent sans fil. Il y a des montres, des cartes son, des casques, il y a des réalités virtuelles, beaucoup de choses qui utilisent les sans fil. Certaines limites avec les sans fil, c'est quoi? C'est la zone de couverture. Le problème maintenant de la limite, c'est la zone de couverture. Vous allez remarquer votre Wi-Fi ne peut pas aller au-delà, par exemple, il y a 300 mètres, il ne peut pas aller au-delà peut-être. Si vous tournez de l'autre côté, les signaux s'affaiblissent. C'est ça, la zone de couverture. L'interférence, il y a aussi les problèmes d'interférence parce que ce sont des ondes. Alors, il peut y avoir des interférences avec d'autres signaux. Même il y a un micro-ondes parce que les micro-ondes produisent aussi des ondes. Peut-être, on ne sait pas, peut-être il y a la pluie, il y a des menaces, il y a l'heure qui fait ça. Il y a des interférences. On dit les sans-fil est sensible aux interférences et peut être perturbé par de nombreux appareils courants. Alors, la sécurité. Le problème, c'est au niveau aussi de la sécurité. Les câbles, lorsque quelqu'un se connecte,
on saura que quelqu'un vient se connecter. Pourquoi? Parce que le monsieur doit prendre son câble, hein, il doit aller brancher ça au niveau des points et au niveau du commutateur ou bien du routeur. Or, le routeur est sécurisé dans un appareil. Mais tandis que les sans fil, quelqu'un peut se connecter, on ne sait pas qui se connecte, on ne le verra même pas. Si tout si est, voilà pourquoi on conseille de sécuriser votre réseau Wi-Fi. Pourquoi? Parce que si vous laissez ça comme ça, quelqu'un peut se connecter facilement, gratuitement, vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors, il y a aussi des supports partagés. Les réseaux locaux sans fil, tels que le W, fonctionnent en semi-duplex, ce qui signifie qu'un seul appareil peut envoyer ou recevoir à la fois. L'accès simultané de nombreux utilisateurs au WLAN entraîne une réduction de la bande passante pour chaque. Les W, les supports partagés ici, le réseau sans fil a hérité la technologie des SESMA. On verra ça dans le chapitre qui vient. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un envoie, il doit attendre jusqu'à l'autre, hein. Donc, si moi j'envoie, vous ne pouvez pas envoyer. Parce que si vous envoyez, il y aura peut-être détection de collision, on verra ça. Alors, nous fonctionnons comment? Quand moi j'envoie, vous devez attendre. Dès que je termine, après une autre personne peut envoyer. Alors, plus il y a beaucoup de personnes, on va remarquer maintenant la bande passante va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup plus l'état d'attente. Lorsque moi j'envoie, les autres ne peuvent pas attendre. Ce sont des millisecondes. On ne se rend pas compte, mais observez. Prenez un Wi-Fi, mettez deux personnes, vous allez voir la communication est rapide. Mais ajoutez encore les personnes. Même si ce n'est pas connecté sur Internet, vous allez remarquer que la communication va se ralentir un peu. Donc, c'est dit à ces systèmes-là de support partagé. Alors, nous avons le type de Wi-Fi sans fil. C'est défini par le nom IEE et puis les certains des télécommunications. C'est eux qui définissent. Alors, ils couvrent à la fois la liaison de données et les couches physiques dans la couche liaison de données. On dit dans chacune de ces normes, nous avons les spécifications de la couche physique dictation. Nous avons la méthode de codage de données en signaux radio, je vous ai parlé, la fréquence et la puissance des transmissions, les besoins relatifs à la réception et le codage des signaux, la conception et la mise en œuvre des antennes. Alors, quelles sont les normes sans fil nous avons? Nous avons le Wi-Fi qui est défini par les IEEE 802.11. C'est la technologie sans fil que nous avons. Nous avons le Bluetooth aussi. Le Bluetooth, c'est une technologie sans fil qui est défini par les IEEE 802.15. C'est un réseau personnel. Nous avons le WiMAX. Le WiMAX, c'est comme un Wi-Fi étendu. Donc, cela veut dire quoi? Il y a iBurst qui décide de partager, ou bien Vodacom décide de partager la connexion Wi-Fi aux abonnés qui sont dans cette couverture délimitée. Il met une antenne qui va propager les signaux à 50 km. Alors, si vous voulez vous connecter, vous devez acheter ces modems. Vous achetez le modem, vous branchez. Là, on utilise le 8 mars. On dit utilise une topologie pointe à multipoint pour fournir un accès. Pointe à multipoint, pourquoi? Parce qu'il y a l'antenne qui donne à plusieurs personnes. Nous avons aussi des technologies Zigbee. Le Zigbee qui est défini par le 802.15.4. C'est presque pareil avec le Bluetooth, mais sauf que lui, la communication à faible débit de données et à faible consommation d'énergie. Il ne prend pas beaucoup d'énergie comme le Bluetooth. Il est vraiment, les Zigbee, c'est presque le Bluetooth, mais la différence, c'est au niveau vraiment de la consommation d'énergie. Voilà pourquoi cette technologie des Zigbee est utilisée dans la domotique, l'Internet des objets, à l'Internet de genre dedans. C'est ça. Il y a aussi les paraboles qui utilisent les sans fil, les satellites. Alors, parlons des LAN sans fil. On dit, en général, un réseau sans fil nécessite les dispositifs suivants. Vous devez avoir un point d'accès. Un point d'accès, c'est quoi? Un point d'accès, c'est l'appareil qui émet, qui connecte plusieurs personnes sans fil ensemble. C'est comme un commutateur. Il relie plusieurs personnes ensemble, mais il utilise les câbles. Mais le point d'accès utilise les sans fil. On dit concentrer les signaux sans fil des utilisateurs se connectent à l'infrastructure du réseau existant basé sur les cuivres. Alors, pour que maintenant les individus, maintenant, le PC se connectent à ces points d'accès, ils doivent avoir la carte ou bien l'adaptateur NIC. La carte, c'est réseau sans fil ou bien l'adaptateur. Fournir, c'est une capacité de communication sans fil aux autres. Donc, comme je vous ai dit, la carte, c'est comme un réseau. La carte, c'est réseau sans fil. Votre PC ne peut pas connecter dans un réseau sans fil s'il n'y a pas de carte sans fil. On dit il existe un certain nombre de normes VLAN lors de l'achat d'équipements VLAN. Assurez-vous de la compatibilité puis de l'interopérabilité. Comme dans les ITP, nous avons parlé des catégories.
Dans le WLAN aussi, il y a des normes hein, de ces cartes WLAN. Alors, vous devez savoir pour la compatibilité. Il y a par exemple le 800, 802.11a, le 802.11ac, le 802.11g, GN. Tout ça là, c'est en fonction de la bande passante, de la plage utilisée. On verra ça il y aura un point où on parle des parties sans fil. Les administrateurs réseau doivent élaborer et appliquer des politiques et des processus de sécurité rigoureux pour protéger les réseaux locaux sans fil contre les accès non autorisés et les dommages. Vous, en tant qu'administrateur réseau, vous devez avoir avoir vraiment l'esprit de recherche pour élaborer des techniques, concevoir une politique de sécurité de votre entreprise. Parce que je vous ai dit, les sans fil, quand quelqu'un se connecte, on ne sait pas si quelqu'un vient de se connecter. Alors, il faut appliquer la sécurité, il faut sécuriser votre Wi-Fi. Vous ne pouvez pas laisser comme ça. Il faut avoir des techniques pour la protection de votre Wi-Fi. Je crois bien la partie a fini. Il y a des travaux pratiques. On va connecter un appareil réseau sans fil. J'ai fait une vidéo, j'ai réussi comment mettre les vidéos sur YouTube, les vidéos qui ont des durées au-delà. Alors, je vais faire une vidéo pour quelques pratiques que je vais vous donner. Donc, pour ce chapitre, je crois, nous avons fini. Donc, on était où? Voilà, nous avons fini. On a parlé de ça. On a parlé de connecter un réseau LAN. On a parlé de l'autre côté. Ça, ce sont des pratiques qu'on doit faire. On a parlé de celui-ci et puis on a parlé de l'autre. Alors, les modules pratiques et questions. Nous avons fini notre chapitre. Alors, je vous ai dit, l'examen est activé. Samuel, ça fait longtemps que depuis que tu t'es connecté, hein. Donc, connecte-toi. L'examen est activé jusqu'à dimanche soir. Alors, Ok.